le net assouplissement des mesures sanitaires liées à la lutte contre la Covid-19 au début de l'année, les Chinois ont plus que jamais la bougeotte. Il y a fort à parier que ces congés du 1er mai qui commencent le 29 avril et se terminent le 3 mai offriront à nouveau des images des sites touristiques noirs de monde. Selon l'administration de l'aviation civile de Chine, le nombre de passagers devrait atteindre 9 millions pendant cette période de congés. Sur ce nombre, 2/3 ont réservé leurs billets une semaine avant, ce qui indique que le marché est revenu au niveau enregistré pendant les congés du 1er mai 2019. Les vols intérieurs devraient atteindre 65 000, un nombre qui cette fois-ci dépasse celle des congés du 1er mai 2019. Les itinéraires de vol les plus réservés par les voyageurs sont Chengdu-Beijing, Guangzhou-Beijing, Beijing-Shanghai, entre autres. Pour éviter une trop grande concentration de touristes et la dégradation de la qualité du service en cas d'afflux touristique, certaines mairies et des sites touristiques ont demandé aux touristes de ne pas venir à ce moment de l'année, mais plutôt d'aller visiter d'autres villes ou d'autres sites. En ce qui concerne les voyages internationaux, la Chine n'a pas encore atteint le niveau d'avant l'épidémie. Au cours des congés du 1er mai, les compagnies aériennes nationales et étrangères assureront 3 500 vols internationaux, soit environ 30% du niveau de 2019. Il faudra donc attendre encore quelques mois les vacances d'été ou les congés de la fête nationale en octobre pour observer un afflux de touristes chinois en Europe ou en Afrique. Le Xinjiang est bien connu pour ses sites historiques et le gouvernement chinois a travaillé dur pour les protéger. Les ruines de la cité ancienne de Tiaohe, près de Turpan, font partie des lieux visités par la délégation de consuls généraux. Ce site vieux de 2000 ans a joué un rôle important le long de l'ancienne route de la soie. On y trouve des vestiges de quartiers résidentiels, de bureaux administratifs et de temples. Et tous ont été placés sous la protection du gouvernement central depuis 1961. Mon professeur vient du Xinjiang et c'est l'une des personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrées. Donc ça fait bien. Je pense que l'une des choses que j'appréciais durant mon séjour en Chine, c'est la façon dont ils sont capables d'intégrer des visites culturelles et de promouvoir leur culture pour qu'elle soit fantastique. J'aime ça. Les consuls généraux ont également été transportés vers les sites anciens près de Kashgar dans le sud du Xinjiang. Et la vieille ville remonte à plus de 2000 ans. Il y a eu tellement de développement, tellement de bonnes choses qui se sont passées au Xinjiang. Je vais simplement vous donner un exemple. Lundi, nous avons visité un musée local où l'on nous a expliqué comment le Xinjiang, et Kashgar en particulier, se développait. Nous avons vu un morceau de papier sur lequel les habitants avaient mis leurs empreintes digitales pour indiquer leur volonté de collaborer avec le gouvernement et de développer Kashgar ensemble. De plus, de nombreux marchés magnifiques pour touristes ont été créés, ce qui permet non seulement de créer des emplois pour la population locale, mais aussi d'interagir avec le monde extérieur et de présenter la beauté du Xinjiang, ses produits extraordinaires et sa gastronomie impressionnante. Jusqu'à présent, l'expérience a été merveilleuse. Le Xinjiang a également bien travaillé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Depuis les années 1990, l'extrémisme religieux et le séparatisme ont commis des milliers de crimes et le gouvernement a réprimé toute forme de terrorisme avec des mesures. Et depuis 7 ans, aucun incident violent n'a été commis au Xinjiang. Le terrorisme et l'extrémisme devraient être réprimés dans tous les pays, car ils nuisent à la population. Je pense qu'il est nécessaire de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme en Chine, et la Chine l'a fait, et nous pouvons toujours apprendre d'une telle expérience. Les consuls généraux ont visité un certain nombre de villes du nord et du sud du Xinjiang. Ce voyage a donné aux diplomates étrangers une opportunité de comprendre la diversité des cultures et des traditions du Xinjiang et de renforcer la coopération entre la région et les villes dans leur propre pays. Zhang Jianwei, chercheur de premier plan à l'université agricole de Huazhong à Wuhan, dans la province centrale du Hubei, a commencé à étudier le riz il y a plus de 20 ans. Il a fait de grands progrès ces derniers temps. Son propre groupe et des chercheurs de plusieurs instituts et universités internationaux
ont développé la première base de données pangémonique complète du riz au monde, basée sur des groupes de gènes de même origine. C'est un travail énorme. Des études antérieures ont analysé la variation génétique, la structure de la population et la diversité parmi 3010 génomes de riz cultivés asiatiques. Nous avons ensuite réussi à les subdiviser en 16 sous-groupes. La base de données, qui couvre presque toutes les informations sur les génomes du riz asiatique, a ensuite été créée grâce à une série de séquençages et d'analyses. La base de données fournit des informations pour chaque gène du riz, y compris son nom générique, sa séquence, sa fonction et son expression. Elle peut également fournir aux utilisateurs divers modules et outils pour faciliter la recherche, l'analyse et la visualisation de différents gènes de germoplasme et de relations d'homologie génique. Et c'est entièrement gratuit pour tous ceux qui souhaitent la consulter en ligne. Ce que nous faisons est une recherche très fondamentale. Nous recueillons autant de gènes de riz que possible afin d'aider les scientifiques à faire que le riz du futur ait des rendements plus élevés, qu'il soit plus nutritif, plus résistant à de multiples stress abiotiques et biotiques, et qu'il ait moins d'empreintes environnementales. Il y a environ 780 000 germoplasmes de riz et d'espèces sauvages apparentées dans le monde. La variation génomique de ces ressources contient des informations importantes pour l'amélioration des variétés. Zhang Jianwei nous a confié qu'il continuerait à collecter des gènes de riz et à mettre plus d'informations dans la base de données au cours de ses futures recherches. Dans cette entreprise familiale de Buenos Aires, Josh Sanchez, 19 ans, explique qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à augmenter leur prix. Certaines semaines, ils augmentent de 10%, d'autres semaines, c'est encore plus. Les gens entrent et voient les prix, certains s'énervent ou disent que c'est trop cher et ils s'en vont. Tout est très instable. L'économie argentine a connu une nouvelle semaine d'instabilité. L'inflation annuelle dépasse 100%. L'incertitude politique et économique de ces derniers jours a vu le taux de change parallèle dollar-peso grimper de 13% pour atteindre plus du double de la valeur du taux de change officiel. Après les turbulences financières de la semaine dernière, le débat en Argentine a porté sur la question de savoir s'il fallait ou non dollariser l'économie. Mais pour protéger les réserves de la Banque centrale, l'Argentine paiera désormais ses importations chinoises en yuan et non plus en dollars. Le ministre de l'économie, Sergio Massa, a annoncé cette décision mercredi avec l'ambassadeur de Chine, Zhu Xiaoli. Cela nous permet de maintenir l'activité économique, de maintenir le volume des importations et de maintenir le rythme des échanges entre l'Argentine et la Chine, ainsi que les niveaux de fonctionnement économique dont l'Argentine a besoin. Il s'agit d'une mesure urgente prise par le gouvernement argentin. Une sécheresse historique a décimé les exportations de la troisième économie d'Amérique latine, mettant sous pression les réserves de devises étrangères du pays. Dans ce contexte, les importateurs argentins sont actuellement confrontés à de longs délais. Le passage au yuan accélérera ce processus et permettra également au pays d'économiser plus d'1 milliard de dollars en avril et 700 millions de dollars en mai, selon le gouvernement. Nous pensons qu'il s'agit d'un moment historique et d'un changement historique en termes d'utilisation internationale du renminbi. Alejandra Conchoni estime que cette évolution aura un impact positif sur l'économie, mais elle met en garde contre les complications liées à l'entrée en vigueur de la mesure dans un délai aussi court. C'est une bonne nouvelle, mais elle est radicale. La situation économique fait qu'il était nécessaire de commencer dès le mois de mai. La semaine prochaine, toutes les importations utiliseront ce mécanisme et de nombreuses entreprises qui avaient déjà négocié les prix avec leurs fournisseurs en Chine se sont retrouvées dans cette situation. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Argentine après le Brésil. Cette évolution aura un impact sur l'économie argentine en difficulté, tout en élargissant l'utilisation internationale du yuan.